Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce webinaire de l'association Les Collectifs. On est une association qui est un réseau de collectifs de salariés engagés pour la transition écologique de leurs organisations et on organise, quand plusieurs collectifs ont les mêmes besoins, des groupes thématiques intercollectifs, c'est-à-dire des groupes qui regroupent une dizaine de collectifs différents pour creuser ensemble le même sujet. On en a eu sur la sobriété numérique, l'internationalisation de son collectif, l'éco-anxiété, les voyages professionnels, pas mal de thématiques qui reviennent dans nos collectifs. Et aujourd'hui, on va parler de biodiversité sur site. Et avant de laisser la main, deux éléments. Un grand merci au fonds de dotation Maupertuis qui nous a permis de financer le temps de l'équipe salariée sur ce groupe thématique. Donc c'est un soutien important pour ce projet. Et un grand merci aussi à nos deux co-animatrices et co-animateurs bénévoles, Cyril et Florence, pour votre boulot incroyable sur ce groupe thématique. Franchement, ces groupes thématiques ne marchent pas sans qu'il y ait quelqu'un, et si possible deux personnes, à la co-animation. Et enfin, merci à tous les participants et participantes. On a hâte de vous entendre. Et je m'arrête pour cette très courte introduction. Et je ne sais pas à qui je rends la main. Eh ben, je prends la main. Merci Paul. Donc je suis Cyril, je suis effectivement facilitateur et j'ai co-animé avec Florence ce groupe thématique qui a été lancé en novembre. Et donc on a commencé par s'interroger sur quelles étaient les intentions de ce groupe thématique, est-ce qu'il y avait de la valeur pour les participants. Et il est ressorti 4 thèmes. Le premier thème, c'est comment est-ce qu'on peut agir concrètement en faveur de la biodiversité sur les sites des entreprises. Le deuxième thème, c'est comment est-ce qu'on sensibilise les collaborateurs des entreprises. Et une fois qu'ils sont sensibilisés et qu'ils sont acquis à la cause, en fait, on va dire, comment est-ce qu'on se forme pour aller plus loin. Comment est-ce qu'on cadre des projets, comment on lance des projets, comment on mesure l'impact sur la biodiversité de ces projets. Et comment est-ce qu'on implique, comment est-ce qu'on embarque toutes les personnes concernées, puisqu'on est sur de la coopération, hein, vraiment. Comment est-ce qu'on trouve des partenaires et des soutiens, que ce soit au niveau financier ou au niveau de la direction, pour mener à bien ces projets. On va donc faire les présentations et puis on aura un moment d'échange à la fin où vous pourrez poser toutes vos questions en direct. N'hésitez pas à poser des questions dans le chat ou faire vos remarques dans le chat, des compléments dans le chat, et on fera les questions-réponses à la fin. Voilà, je laisse Florence présenter le, le déroulé du webinaire. Merci Cyril. Donc Florence Tadjedine. Donc j'ai eu la joie de co-animer avec Cyril ce groupe de travail en tant que bénévole, donc avec un immense plaisir parce qu'on a eu des participants très engagés et passionnants dont vous pourrez découvrir la liste à la fin de cette présentation. Donc, quand il s'agit d'engager effectivement l'entreprise et ses collaborateurs sur des sujets biodives, les premières étapes, c'est d'abord de comprendre de comprendre les enjeux et de sensibiliser avec des actions de sensibilisation ses collaborateurs. Et donc là, ce sera la première étape en fait de notre présentation. On passera ensuite aux projets de terrain qui ont un impact concret sur la biodiversité, un impact direct, avec des retours d'expérience pour s'inspirer et trouver des bonnes idées plus que des fausses bonnes idées. On vous partagera aussi des conseils pour bien construire votre projet et quelques idées pour voir en fait ce qu'on peut faire quand on n'a pas de terrain. Et enfin, dans un troisième temps, on vous donnera quelques conseils là aussi pour faire face aux freins et aux objections qu'on rencontre traditionnellement quand on veut monter un tel projet. Et donc, comment faire pour le faire avancer. Si c'est OK pour tout le monde, on peut passer à la première section, donc avec Baptiste et Péroline qui vont nous parler donc des éléments comprendre et sensibiliser pour ces projets. Baptiste, c'est à toi. Merci. Du coup, vous l'aurez compris, on va parler biodiversité. Avant ça, on va peut-être essayer de comprendre qu'est-ce que c'est que la biodiversité. Alors, deux choses, il y a nature et biodiversité. La nature, c'est tout ce qui se reflète au monde naturel qui nous entoure, que ce soit des choses vivantes comme la flore, la faune, ou comme tout ce qui est non vivant, comme par exemple les minéraux, l'atmosphère, l'océan, etc., etc. Et à côté de ça, la biodiversité, qu'est-ce que c'est? Ça se définit en 3 piliers. C'est un mix entre la diversité des écosystèmes, la diversité des espèces et la diversité des gènes. Et c'est tout ce qui se rapporte à tout ce qui est vivant, donc faune et flore, que ce soit visible ou invisible. Donc l'invisible, on a toutes les bactéries, on a tous les virus par exemple.
leur habitat et les interactions entre tout ça. Et il faut savoir, chose super importante, que la biodiversité nous offre des services écosystémiques. Ce concept-là, on va le retrouver assez souvent, c'est un concept hyper important. Les services écosystémiques, qu'est-ce que c'est? C'est par exemple l'approvisionnement en nourriture, l'approvisionnement en eau douce, la régulation également du climat, et tout ça, c'est la biodiversité qui nous offre. Et donc du coup, vous l'aurez compris, et on peut passer à la slide suivante, la biodiversité et le climat sont très très liés. Le changement climatique, il met en danger la biodiversité, et la biodiversité, elle aggrave enfin la perte de la biodiversité aggrave le changement climatique. Alors que avoir une bonne biodiversité, c'est une alliée dans la lutte contre le changement climatique, voire même c'est la solution. On peut passer à la slide suivante. Et donc du coup, nous les humains, on est au milieu de tout ça et on fait partie intégrante de la biodiversité. Et évidemment, on est impacté par le changement climatique, on est impacté par la perte de la biodiversité, de par les services écosystémiques dont je parlais tout à l'heure. Donc par exemple, on peut avoir des risques sur la santé, sur la sécurité, avoir un approvisionnement en eau qui est moins bon, en nourriture pareil, en matière première de même. Et donc du coup, il y a le choix, soit on choisit, de continuer tel qu'on est et on impacte, et la biodiversité et on aggrave le changement climatique, soit on peut avoir des gestes un peu plus vertueux pour, faire en sorte que ça se passe un poil mieux. Slide suivante. Si on passe à quelque chose d'un peu moins, tangible, on va parler des entreprises parce que du coup, vous êtes là sûrement pour ça. Les entreprises sont aussi impactées par la perte de la biodiversité de façon directe et de façon indirecte. Il faut savoir que 100% des entreprises impactent la biodiversité et sur les impacts, 72% des entreprises de la zone euro dépendent de manière critique des services écosystémiques. 50% du PIB mondial dépendent de la nature, de façon directe et indirecte, comme je le disais. De façon directe, c'est par exemple l'apport en eau en qualité et en quantité, en matières premières également, et aussi et surtout en stabilité financière. De façon indirecte, ça va être tout ce qui est la santé des collaborateurs. Si vous avez des collaborateurs, des salariés qui ne sont pas du tout en bonne santé, ben, forcément l'entreprise va moins bien marcher. Et également, de manière un petit peu moindre, tout ce qui est biomimétisme. Et il faut savoir que la perte de biodiversité, c'est le 3e risque le plus sévère à 10 ans pour l'économie, et ce sera même devant les cyberattaques. Là, c'est la slide, un petit peu moins marrante. Il y a 5 facteurs qui existent et qui ont été, définis et étudiés sur l'érosion de la biodiversité. C'est dans cet ordre-là, donc le premier, c'est la destruction des habitats. Pour avoir quelques ordres de grandeur, 50% de la surface de la terre est dédiée aux cultures ou à l'élevage. Ce facteur-là, ça représente 85% des cas de perte des reptiles, à peu près 50% pour les autres classes, d'animaux. Et en France, environ seulement 16% des habitats communautaires, sont dans un état favorable. 2e position, c'est la surexploitation des ressources. Je suppose que vous avez peut-être entendu parler des chiffres là-dessus. On sait que 33% des réserves mondiales de poissons sont exploitées au-delà du seuil biologique soutenable et 86% des espèces sont menacées d'extinction à cause de notre système alimentaire au niveau, global, mondial. Ensuite, c'est plus ou moins connu le changement climatique et les pollutions évidemment, et peut-être un peu moins connu les espèces exotiques envahissantes. C'est plus 76% en Europe ces 35 dernières années. Au niveau mondial, c'est 423 milliards de dollars en 2019 pour essayer de lutter contre les espèces exotiques envahissantes et contre, les effets qu'elles causent. Et par exemple, l'actualité, c'est 3 millions d'euros pour la lutte contre le frelon asiatique cette année, en France. Et du coup, je passe la parole à Péroline pour l'aspect sensibilisation. Merci Baptiste. Donc oui, une des questions qu'on s'est posées très rapidement dans ce GT, ça a été de savoir comment, sensibiliser et impliquer les collaborateurs, à la biodiversité. Donc un premier facteur, c'est de favoriser la coopération, d'organiser des événements qui fédèrent, autour de cette thématique afin d'avoir vraiment, des personnes motivées pour participer aux événements. Il y a aussi l'aspect communication. Il faut rendre visibles les actions pour toucher le plus de personnes possible. Et donc ça, on peut travailler avec les équipes de communication dédiées des entreprises. En parallèle de ça, il y a 2 points très importants. Ça va être de proposer des événements à intervalles de temps réguliers pour que les gens n'oublient pas que cette thématique existe et est importante pour l'entreprise. Et bien sûr, capitaliser autour des événements qui ont été faits pour avoir une base plus tard, à partir de laquelle on peut réorganiser des événements ou à partager avec d'autres entreprises ou des collectifs.
Donc les slides suivantes, on va vous présenter pas mal de moyens de sensibiliser avec des échelles de coût, de temps et d'impact. Et donc dans un premier temps, il y a les événements à grande échelle qu'on peut organiser dans l'entreprise, comme par exemple un concours photo avec des thèmes liés à la biodiversité. Donc, c'est quelque chose qui est assez impactant avec l'exposition à laquelle les collaborateurs vont pouvoir aller voir sur une période de temps donnée. Donc, c'est quelque chose qui coûte peu d'argent et qui est assez facile à mettre en place. En parallèle de ça, on peut également penser à des conférences ou des webinaires avec des écologues ou des scientifiques. Dans mon cas, je travaille pour Saint-Gobain Recherche Paris. C'est une entreprise où on fait de la R&D et on est très habitué à avoir des conférences plutôt sur des thématiques scientifiques et autour des matériaux. Et donc, nous, ça a très, très bien fonctionné d'organiser des conférences avec des écologues. On a également organisé cette année une journée dédiée aux enfants des salariés. Donc, on a invité les enfants pendant une journée sur site et on leur a proposé des activités autour des sciences et de la biodiversité. Donc, ça a pris pas mal de temps à organiser, mais c'était assez impactant puisqu'on a pu toucher à la fois les enfants, mais aussi les parents qui les accompagnaient tout au long de la journée. Dans un autre volet, on peut également penser aux ateliers en petits groupes, notamment des ateliers do-it-yourself avec le potager partagé, par exemple, ou un partage de graines tout au long de l'année. On peut également demander à des associations d'intervenir ou des organismes tels que B-City pour faire des initiations, par exemple, au compost ou à l'apiculture. Ici, ce seront des initiatives qui demanderont un peu plus d'argent, mais qui sont très impactantes puisque les salariés vont vraiment participer et toucher à la biodiversité. Et finalement, la fresque de la biodiversité, qui est un format qu'on connaît beaucoup avec la fresque du climat. Et donc, sur la slide suivante, on vous présente un tout petit peu plus en détail cet atelier. Donc, la fresque, c'est comme la fresque du climat, elle dure environ 3 heures. Elle est composée d'ateliers plus courts au début, puis d'une période plus longue sur laquelle on va réfléchir autour de la biodiversité, de quoi elle est composée, qu'est-ce qu'elle impacte et comment nous, on impacte la biodiversité. Donc, au début de ces fresques, on a les ateliers apéro qui durent environ 15 minutes et qui donc permettent de regarder des écosystèmes très précis, des régions de France très précises, par exemple. Et donc, ces systèmes, ils sont super intéressants parce que ça dure très peu de temps, 15 minutes, et ça peut être fait en dehors de la fresque, par exemple à des stands pendant des événements d'entreprise. Et finalement, très récemment, un mix des deux, donc de la fresque et des ateliers apéro, a été créé. Ça s'appelle les ateliers Domino. Donc, c'est quelque chose qui va durer environ 45 minutes, donc vraiment en entre-deux, entre la fresque et les apéros. Ça permet d'aller un petit peu plus loin que les apéros, mais ça reste quand même une durée moins longue qui permet d'être implémentée plus facilement. Donc, pour la suite, on a également recensé des challenges collectifs qui ne sont pas uniquement dédiés à la biodiversité, mais qui touchent au climat en général, donc notamment le challenge Ma Petite Planète ou le challenge Climat. Donc, c'est des challenges qu'on peut faire individuellement ou en entreprise. Dans le cas où on intervient en tant qu'entreprise, ça a quand même un coût, c'est d'environ 30 € par personne. Donc, il faut vraiment que l'entreprise soit d'accord pour ça, mais encore une fois, c'est quelque chose de très impactant. Et il y a un autre aspect très important ici, c'est qu'on va développer le collectif parce que ces challenges vont être faits en équipe. Et donc, on peut voir aussi un aspect team building dans tous ces challenges. Et pour finir, un point très important, c'est le partage d'informations. Donc, à la fois pour partager ce qui a été fait dans l'entreprise, donc via des réunions bilan ou des newsletters, mais on peut aussi partager des documents pour se former et se sensibiliser. Et notamment, dans notre cas, on partage tous les 2 mois des éléments de podcast ou de documents tels que des livres ou des BD pour que les salariés puissent se renseigner par ailleurs. Donc, suite à ça, on arrive sur la partie de comment agir concrètement sur la biodiversité. Donc, ça va être divisé en 3 sous-parties: s'inspirer avec des retours d'expérience, comment construire un projet, mais aussi réfléchir à qu'est-ce qu'on peut faire quand on n'a pas de terrain sur l'entreprise, qu'est-ce qu'on peut faire chez nous, par exemple, ou via l'entreprise sans terrain. Donc, pour commencer sur la partie s'inspirer, je vais vous présenter un retour d'expérience de mon entreprise. Donc, l'année dernière, dans le cadre de la construction du nouveau bâtiment de recherche, la réhabilitation des espaces végétalisés du site en entier a été faite avec l'aide d'un bureau d'études et d'une écologue. Donc, c'était 17 000 mètres carrés d'espace qui n'étaient absolument pas valorisés, qui étaient en friche. Et donc là, l'ensemble a été totalement revégétalisé et repensé avec différentes strates. Et donc, l'aménagement de refuges, par exemple, pour la faune.
Et donc l'objectif maintenant, c'est d'exploiter ce terrain de manière raisonnée, en adaptant les fréquences de fauche, en améliorant la qualité du sol, préservant les ressources et aussi en surveillant l'apparition d'espèces à risque, comme les espèces invasives dont parlait Baptiste. Bien sûr, on a aussi une adaptation de l'éclairage pour éviter la pollution lumineuse qui sera plus amplement détaillée par la suite. Je vais donc passer la parole à Jean-Michel pour un second retour d'expérience. Oui, bonjour Jean-Michel. Bonjour, Jean-Michel Lévy, chef de projet RSE du collectif salarié Rhizome de EDF. Et je vais vous présenter la mini-forêt urbaine, c'est ramener la biodiversité autour de nos sites EDF. Donc, c'est quoi une mini-forêt urbaine? C'est une méthode de plantation du botaniste japonais Miyawaki développée dans les années 70. La technique, c'est sur une petite surface minimum de 100 mètres carrés, c'est d'avoir des plants plus resserrés qu'une forêt classique, environ 3 plants par mètre carré, des plants 100% locaux avec une grande diversité d'espèces, ce qui permet aux plantes une entrée et une compétition entre les plants pour grandir plus vite comparé à une forêt classique. Donc, densité élevée, ce qui favorise une croissance rapide grâce à la compétition naturelle. Utilisation d'espèces locales, on plante uniquement des espèces indigènes adaptées au climat et au sol local. Diversité, on choisit une grande variété de diversité, entre 20 et 30 espèces différentes pour imiter la structure de la forêt naturelle avec des jeunes plants de 50 cm de hauteur environ. Enrichissement du sol. En fonction de la nature du sol, ce dernier sera enrichi par du compost végétal, fumier décomposé, feuilles mortes, etc., pour lui apporter les nutriments nécessaires. Et le tout sera recouvert d'un paillage abondamment, vraiment abondamment. Et quelques éco-bénéfices de la mini-forêt urbaine, c'est donc augmenter la biodiversité, créer des îlots de fraîcheur, réguler l'eau dans le sol, séquestrer le CO2. La forêt devient autonome au bout de 3 ans, donc plus de maintenance, pas d'intervention humaine et se gère toute seule. Et la plantation se fait de manière collective et participative avec les riverains, les bénévoles ou dans notre cas, avec les salariés de l'entreprise dans le cadre d'une sensibilisation de la biodiversité, team building, sortie d'équipe, etc. Donc, le coût de main-d'œuvre est réduit ou inexistant si la mobilisation des salariés a été bien menée. Donc, cette action est en droite ligne avec les engagements RSE du groupe EDF. Et donc, l'idée, c'est d'en implanter tout autour de nos sites EDF. Donc, passons à l'exemple concret de la mini-forêt sur notre site des Renardières. Donc, sur notre site des Renardières, ce n'est pas juste une mini-forêt, c'est également un projet expérimental afin d'étudier les éco-bénéfices annoncés plus haut par rapport à une forêt classique. Donc, la parcelle sous le site des Renardières qui a été retenue, c'est parce que le sol a été remanié par l'homme, donc assimilable à un environnement périurbain sans valeur environnementale, donc biodiversité faible, pas de continuité écologique, aucun ombrage, génère un coût d'entretien par rapport à l'attente. Donc, le projet est donc composé de 2 forêts de 500 mètres carrés chacune. Pour la mini-forêt, c'est 1500 arbres, 30 espèces. Pour la forêt témoin, 140 arbres, 6 espèces. Et donc, l'étude scientifique portera sur, bien évidemment, la biodiversité, flore, faune et le sous-sol, sur l'apport des usagers, la qualité du peuplement, le volume de biomasse, l'évolution des arbres et sur la ressource nécessaire. Donc, la plantation s'est déroulée sur 2 jours, 3 et 4 mars dernier. Nous étions environ 10 à 20 salariés à se relayer dans une ambiance très conviviale. Et donc, nous allons effectuer notre premier entretien de printemps ce vendredi. Bon, c'est un entretien qui sera très rapide parce que le paillage abondant a évité l'invasion des mauvaises herbes. Donc, rendez-vous le 22 mai pour l'entretien et l'inauguration. Merci. Du coup, après ces 2 exemples bien approuvés, je vais vous proposer un petit quiz. Alors, on n'a pas le temps pour un vrai quiz, donc je vais vous demander de réfléchir dans votre tête, voire peut-être à la limite de répondre dans le chat. Je vais vous laisser 10 secondes pour trouver laquelle ou lesquelles de ces idées est une parfaite bonne idée. 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. On peut passer à la slide suivante. Et bien, en fait, il n'y en a aucune. Aucune de ces bonnes idées, enfin aucune de ces idées, pardon, est une parfaite bonne idée.
Alors pourquoi la mare avec les poissons, c'est pas une bonne idée? Parce que quand on amène une mare, en général, ça amène des moustiques. Les gens n'aiment pas trop les moustiques, même si, ils ont leur utilité. Et les poissons, en fait, vont manger les larves des prédateurs, des moustiques. Donc du coup, on aura forcément des moustiques avec, la mare. Si on met des ruches, pareil, c'est pas forcément une bonne idée. Alors ça va dépendre d'où on la met ou d'où on est. Par exemple, en milieu urbain, c'est absolument pas une bonne idée. Dans un milieu un peu moins urbain, ça peut l'être, il faut voir. Pourquoi? Parce que ça va faire une pression alimentaire sur l'alimentation disponible pour tous les pollinisateurs, sauvages et ça va favoriser une seule et même espèce, l'abeille domestique, alors qu'il y en a plus de 1000 en France. Au niveau des hôtels à insectes, on a tendance à dire que c'est une bonne idée, mais en fait, pas trop, voire pas du tout. Surtout les gros comme ça, puisqu'en fait, c'est un restaurant à volonté pour les prédateurs et les prédateurs arrivent, ils ont qu'à juste se servir des proies. Et en plus de ça, ça favorise les vecteurs de maladies. Et en plus de ça, je ne l'ai pas noté, mais imaginez planter votre tente quichua en plein milieu d'un désert. Si vous avez rien à manger autour, vous allez pas y aller. Et donc du coup, en général, si on met un hôtel à insectes, on a quand même tendance à tondre à ras, tout autour et du coup, ça sert à rien. Les arbres papillons, on en a déjà parlé, c'est une espèce exotique envahissante, et c'est pas bon, parce qu'évidemment, ça ne favorise pas du tout la biodiversité, voire ça amène des petits soucis et enfin, planter des arbres, c'est peut-être la moins bonne, mauvaise idée. Ça va dépendre comment on va le faire, donc du coup, il faut bien penser à se faire, accompagner parce que potentiellement, on peut détruire des habitats. Typiquement, si on plante des arbres, sur une prairie sèche, on détruit l'habitat prairie sèche. Et il y en a plein d'autres auxquels on pense pas forcément, ramasser le bois mort, les clean-up day, des périodes qui sont pas forcément idéales pour la biodiversité, les fauches tardives, les panneaux solaires au sol, et cetera, et cetera. Alors c'est bien beau de dire que c'est des mauvaises idées, mais quelles sont, les bonnes idées associées? Si on veut mettre des mares, on va mettre des mares qui sont, fonctionnelles au niveau d'un point de vue biodiversité, donc qui regroupent différentes strates végétales avec une pente douce et minimum 80 centimètres de profondeur, histoire que les libellules puissent pondre. Et les libellules, surtout les larves de libellules, sont des grosses mangeuses de larves de moustiques. Donc avec ça, on a moins de moustiques. Par moins, j'entends que les chauves-souris, les hirondelles, si vous en avez, aideront à finir, à réguler la population. À la place de mettre des ruches, on peut faire en sorte de construire des habitats pour les pollinisateurs, sauvages, notamment pour les, abeilles. Ça consiste à mettre des petits tas de terre, des petits tas de sable ou creuser des trous, voire utiliser des bambous. Ça leur permet de faire leur «terrier» entre guillemets. Si on veut mettre des hôtels insectes, c'est possible, mais alors dans ce cas-là, il faut le dispatcher et chaque compartiment de l'hôtel à insectes, on le sépare, on le met à des endroits différents. Comme ça, il y a moins de risques de maladie et les prédateurs, ont moins de facilité à choper leur proie. Les espèces exotiques envahissantes, on peut les remplacer par des espèces locales. Ça aide la biodiversité autant d'un point de vue nourriture qu'un point de vue hôte. Et enfin, je l'ai dit, si on veut planter des forêts, voire même dans tous les cas d'aménagement, il vaut mieux être conseillé par des écologues et des naturalistes professionnels. Et donc du coup, vous avez le résumé juste ici. Et pour finir, sur les fausses bonnes idées, il est bien de penser biodiversité, en premier plutôt que climat en premier, parce qu'il y a des idées, qui sont, utiles pour le changement climatique, enfin pour lutter contre le changement climatique, qui peuvent impacter la biodiversité. Donc c'est la partie haute du schéma, alors que l'inverse, c'est plutôt faux. Typiquement, si on veut prendre un exemple et on pense à nos amis d'EDF qui, réfléchissent à ça, assez souvent. Si on veut, par exemple, construire une centrale hydroélectrique dans les Pyrénées, ça va avoir un impact, ça va détruire des écosystèmes, surtout des écosystèmes fragiles, les espèces associées qui, en général, sont des espèces protégées ou menacées et par exemple, on a le département des Pyrénées qui est protégé et menacé par les structures, hydroélectriques. Et je vais passer la parole à Olivier pour savoir comment construire un projet. Bonjour, moi c'est Olivier Renaud, donc je suis pilote d'activité biodiversité au sein du Centre de recherche et d'innovation de Natran et je fais partie aussi du collectif Le Roseau, collectif environnement de Natran. Donc je vais vous parler en effet de comment on construit un projet, enfin quelques conseils. Donc Baptiste en a parlé. Il faut s'appuyer sur des sachants, sur des écologues. Donc ça peut être des associations locales ou des écologues. Alors
de préférence locale, parce qu'en fait, ils connaissent bien leur territoire et justement les traces, enfin, les trames vertes, etc. Enfin, le contexte territorial et donc ils vont vous conseiller sur les aménagements que vous pouvez faire en faveur de la biodiversité, qui sont favorables à la biodiversité. Et puis aussi des techniques d'entretien en fonction de votre contexte, votre objectif et du territoire pour vous permettre de faire ce qu'on appelle un plan de gestion écologique. Donc, ça va être voilà, un document qui va résumer un peu le diagnostic et les préconisations et les recommandations, ainsi que le plan d'action que vous allez mettre en œuvre voilà, sur votre site ou vos sites. Ensuite, ce qui peut être intéressant, c'est la partie concertée, puisqu'on ne vit pas seul sur un territoire, et c'est donc de mobiliser son écosystème, les parties prenantes locales, le voisinage, pour avoir une cohérence d'action au niveau du territoire qui renforce la biodiversité locale et qui a une action qui vraiment a beaucoup de valeur et beaucoup d'impact sur la biodiversité. Ensuite, ce que je vous conseillerais, c'est pas forcément des grands projets pour commencer, mais des petits pas, commencer à petits pas, mettre en place des petites actions pour notamment mobiliser des personnes, encourager des personnes, motiver des personnes, ce qui va faire que vous allez voilà, avoir de plus en plus de personnes qui vont vous suivre et communiquer aussi sur les actions que vous menez, sur voilà, le résultat que vous pouvez observer, voilà, pour continuer à sensibiliser puis à embarquer davantage encore de personnes dans le projet. Et enfin, l'idéal, alors c'est pas toujours possible au début, en tout cas nous chez Natran, il n'y avait pas un sponsoring au niveau national, on avait des initiatives locales, mais à force de communiquer sur les initiatives, eh ben, il y a eu un vrai projet d'entreprise qui s'est monté, et là avec un sponsoring de l'entreprise, alors là on peut vraiment déployer et on peut vraiment avoir une action importante et légitime auprès des salariés qui sont peut-être un peu moins convaincus. Sur la gauche, on vous a mis quelques ressources. Donc, on a un site sur tout ce qui est financement. Donc, ça peut être intéressant des fois voilà, de regarder ce qui se fait au niveau du territoire sur les financements. Des fois, les régions financent des projets biodiversité. Et puis, une plateforme qui permet de mettre en lien sur justement un territoire donné des entreprises, des associations qui mettent en place des choses intéressantes pour la biodiversité. Voilà sur la construction du projet. Sur la suite, en fait, chez Natran notamment, on essaie de valoriser, en tout cas, on a un projet en cours pour valoriser tout notre foncier libre. Donc, ce qu'on voit en jaune sur le schéma, c'est petit, c'est l'installation industrielle et autour, on a du foncier. Donc là, ce qu'on va essayer de faire, c'est justement faire des appels à manifestation d'intérêt pour se connecter avec des entreprises, des associations, des collectivités du territoire pour mener des actions, pour voilà, créer des continuités écologiques, renaturer, mettre en place des coopérations et favoriser voilà, le vivant sur un territoire donné. Donc ne pas hésiter voilà, à transformer notre friche, enfin des friches industrielles en, voilà, en laboratoire de renaturation. Et enfin, on avait prévu de vous parler des labels et des indicateurs. Donc, il existe pléthore de labels. Donc là, on en a mis quelques-uns. Donc, on a Éco-Jardin, LPO. Nous, c'est les deux labels qu'on utilise à Natran pour valider, pour donner du crédit aux actions qu'on mène et puis aussi communiquer sur les actions qu'on peut mener. Et puis, vous avez aussi BRIM, Biodiversity, EFI Nature et Entreprise engagée pour la nature, qui est un label assez connu. Voilà. Ensuite, ce qui est intéressant aussi, c'est de mettre en place des indicateurs pour valoriser vos actions et mesurer l'empreinte et l'impact que vous avez sur la biodiversité. Donc, vous avez différents indicateurs. Là, j'en cite trois, mais il en existe pléthore. Donc, le GBS, Global Biodiversity Score, qui est un indicateur global proposé par la CDC Biodiversité et qui va mesurer l'impact très global de l'entreprise sur toute sa chaîne de valeur voilà, sur la biodiversité. Ensuite,
un indice qui est plus local. Donc là, ce qui est bien, c'est avec l'IBL, vous allez pouvoir, par exemple, si vous avez un projet d'aménagement, tester différents scénarios. Et donc, avec l'IBL, indice de biodiversité locale, vous allez pouvoir voir le gain que vous avez sur la biodiversité ou la perte. La biodiversité, l'eau, la connectivité. Enfin, un indicateur assez connu développé par le MNHN, l'IQE, indice de qualité écologique. Souvent, cet indicateur, il est adapté après au contexte de l'entreprise. Et pour alimenter ces indicateurs, et parce que c'est aussi intéressant, on peut collecter des données. Parce que la biodiversité, c'est aussi un sujet de cartographie de données qu'on a sur un territoire donné. Donc, on peut aller sur la slide suivante. Donc, quelques exemples d'outils de collecte. Donc, on a Biophonia qui va collecter on va mettre des indicateurs, enfin pardon, des capteurs acoustiques et on va identifier les espèces d'oiseaux, les amphibiens, etc. Et ça nous permet d'avoir une vue assez exhaustive de ce qu'on va trouver tout au long de l'année et qui va augmenter le travail de l'écologue. L'écologue souvent vient ponctuellement, spontanément. Voilà, Biodiversity, ça va être plutôt sur le pollen. On va collecter le pollen une fois par mois et identifier les pollutions, voilà, la flore locale. Et puis, alors ça, c'est des choses qui coûtent un petit peu d'argent parce que bah, forcément, on fait travailler des labos. Ensuite, vous avez des solutions qui vont travailler sur plutôt des données satellites comme Green Praxis, mais il y a aussi d'autres compagnies qui proposent ce genre de solutions. Voilà, je passe la main à Florence qui va parler réglementation. Oui, donc c'est pas forcément la partie la plus amusante, la partie réglementation, mais c'est important d'en être conscient parce qu'il faut savoir dans quel cadre est-ce qu'on agit. Et puis aussi, on va le voir en fait, des éléments qui peuvent vraiment servir de levier pour lancer vos projets. Donc l'ensemble des dispositions qui concernent la biodiversité et l'environnement se trouvent dans le Code de l'environnement, mais on trouve aussi des choses dans le Code de l'urbanisme, notamment en ce qui concerne les sujets d'artificialisation, dans le code de la construction et de l'habitation et dans le code de commerce, notamment pour ce qui est du reporting avec la CSRD, ESRS 4 et puis aussi la CS3D. Un élément sur lequel on voulait aussi mettre l'accent, qui n'est pas forcément très connu, je te laisse Cyril continuer l'animation, c'est un règlement européen qui a été validé en 2024 sur la restauration de la nature et qui là pose aussi pose un mouvement assez important puisqu'il s'agit non plus seulement en fait de protéger l'existant, mais de restaurer en fait des zones qui ont été détériorées. Donc là, avec des objectifs qui sont assez ambitieux puisqu'il s'agit de restaurer tous les écosystèmes en Europe d'ici 2050. Et donc ça, c'est quelque chose qui est en train d'être traduit dans la loi française avec le plan Agir pour restaurer la nature, qui est en cours de consolidation. Donc là, affaire à suivre. On voulait là mettre l'accent sur trois éléments un peu plus concrets qui peuvent vous donner des pistes et des points d'appui pour la suite. Donc le premier élément, c'est qu'en cas de travaux d'aménagement, certaines entreprises sont soumises en fait à des études d'impact en fait sur le patrimoine naturel et à des diagnostics. Et en cas d'impact sur la nature, à des démarches, donc éviter, réduire, compenser. Mais ce qu'il faut avoir en tête, en fait, c'est qu'au-delà des effets de seuil qui sont imposés par la loi, en fait, les autorités peuvent en fait générer en fait des évaluations au cas par cas. Donc, en fait, on peut toujours se retrouver avec des évaluations à produire. Et aussi, on est dans tous les cas soumis en fait à l'obligation de respecter les espèces protégées. Et donc ça peut arriver même sur le moindre travaux de façade. On peut mettre en péril en fait la nidification des chauves-souris ou des martinets ou autres. Et donc c'est très important en fait pour tous travaux d'aménagement de faire appel à des professionnels du génie écologique pour voir si on ne se met pas en opposition à la réglementation. Donc sachant qu'il y a plus de 800 espèces protégées en France dans le règne animal et 200 dans le règne végétal si je ne me trompe pas.
Un autre élément, c'est la pollution lumineuse. Donc là aussi, quelque chose qu'on ne connaît pas forcément, mais depuis décembre 2018, il y a un arrêté qui oblige les locaux professionnels à éteindre leur lumière en dehors des heures d'occupation. Donc on a 1 heure de battement, mais bon, ça c'est quelque chose qui n'est pas forcément très appliqué, mais qui peut être un très bon levier. Lucie et Jérémy vous en parleront un petit peu plus tard. Et enfin, un dernier élément d'actualité qui est celui de la végétalisation des toitures et des parcs de stationnement. Donc là, je vous ai mis les articles de loi pour plus de détails, mais on a des obligations. Donc là, sur les travaux de toiture qui font plus de 500 mètres carrés, obligés de végétaliser ou d'équiper en énergie renouvelable 40% de la surface. Ça passera à 50 en 2027. Et par ailleurs, sur les parcs de stationnement, donc là, quand on fait des travaux sur des parcs de stationnement de plus de 500 mètres carrés, on a une obligation de végétalisation ou de pose d'ombrière et de système de perméabilisation. Et par ailleurs, à partir de cet été, donc juillet 2026, pour les aires de stationnement existantes qui font plus de 1500 mètres carrés, là, on a aussi une obligation en fait d'installer des ombrières ou de la végétalisation. Donc là, très important de suivre ces sujets. Et je voulais juste finir avec un projet de loi qui a été passé en mars, en mars de cette année. Donc, affaire à suivre, qui est en cours d'évaluation à la Commission des affaires sociales. C'est la proposition de loi de Charles Fournier qui propose de faire rentrer la nature au sein de l'entreprise, avec des représentants au sein des CSE, des conseils d'administration et aussi de faire valider des politiques environnementales au sein des assemblées d'actionnaires. Donc là, affaire à suivre. Donc restez vigilants sur ces sujets, non seulement pour avoir le cadre, mais aussi pour pouvoir avoir des arguments et des effets de levier pour vos projets biodiversité dans l'entreprise. Et pour ceux qui n'ont pas de terrain, parce que c'est vrai que ça peut être parfois frustrant de ne pas pouvoir avoir des espaces comme Saint-Gobain avec les exemples de Péroline ou de Jean-Michel chez EDF, Lucie et Jérémy vont vous proposer quelques idées pour pouvoir agir néanmoins. Bonjour à tous, donc oui, je m'appelle Jérémy Bayon, je suis ingénieur outil méthode pour la société Samsic et en parallèle de ça, je suis photographe animalier et naturaliste. Et donc effectivement, quand on n'a pas de terrain, c'est pas parce qu'on n'a pas ou qu'on a peu de terrain qu'on ne peut pas agir pour la biodiversité, bien au contraire. Et on va voir que la première action qu'on peut mettre en place sur la slide suivante, c'est déjà d'éliminer tout ce qui peut être nocif à la biodiversité. Donc du coup, la pollution lumineuse, comme on l'a dit un petit peu juste au-dessus, éteindre les lampes, éteindre les lampadaires, on le voit de plus en plus. Alors, ça a été fait pour des raisons économiques au départ, mais finalement, on se rend compte que c'est très très bon pour la biodiversité. Il y a beaucoup d'analyses scientifiques qui ont été faites où, côté faune et côté flore, il y a un impact assez important. Désimperméabiliser les sols, pareil, hein, aujourd'hui, on est dans un monde où on voit énormément de béton, énormément de macadam, et on voit pousser de temps en temps des places de parking végétalisées qui permettent justement l'évacuation de l'eau et qui vont permettre indirectement d'éviter les inondations, et tout ça a un impact positif pour la biodiversité. Donc, c'est un des premiers gros points qui est d'éliminer tout ce qui peut être nocif à la biodiversité. Ensuite, slide suivante, quand on n'a toujours pas de terrain ou peu de terrain pour le coup, quand on a des petites terrasses ou des petits espaces extérieurs, des petits balcons, on peut faire quand même des choses avec de la plantation de plantes aromatiques, par exemple, qui peuvent permettre, si vous avez un restaurant d'entreprise, de pouvoir directement aller prendre les aromates dans les plants que vous avez faits et pouvoir vous nourrir directement, hein. C'est assez valorisant. Ou mettre encore des plantes qui vont apporter de l'ombre, qui vont apporter un petit peu de faune, tout en faisant votre maximum pour rester dans du local. Et pour rester dans du local ou faire les choses correctement, n'oubliez pas se faire accompagner par des professionnels qui pourront vraiment vous orienter en fonction de la zone géographique dans laquelle vous vous trouvez. Ensuite, le troisième point qu'on peut voir, ça va être d'aménager et d'utiliser les façades et les toitures pour pouvoir faire revenir la biodiversité. On le voit aujourd'hui avec les nouvelles façades, les nids d'hirondelles, par exemple, ne peuvent pas tenir parce que les façades ne sont pas adaptées pour que la boue qu'apportent les hirondelles tienne. Et toujours en se faisant accompagner de professionnels, la possibilité de mettre des nichoirs en fonction des espèces qui vont se trouver
autour ou autre, ça peut être vraiment quelque chose de très intéressant et encore une fois valorisant quand on peut voir graviter les petits oiseaux qui viennent dans les nichoirs qu'on a installés sur sa façade d'entreprise ou de maison à titre personnel. Pour le point suivant, je vais laisser la parole à Lucie qui va continuer les propositions. Merci Ami. Donc Lucie Monod, je fais partie du collectif L'Univers qui intervient au sein du groupe Legendre, qui est une entreprise de construction. Voilà. Pour prendre la suite, effectivement, quand on n'a pas de terrain, ce qui était un peu évident pour nous, c'était de remettre l'accent sur le fait qu'il n'y a pas obligation d'avoir des grosses actions, mais il y a aussi plein de petites actions qui permettent de ramener la nature au sein de l'entreprise, notamment et faire du lien avec tout ce qui est donc les salariés entre eux, les associations en local, les entreprises entre elles en local, donc notamment à travers des collectes de matériel de jardinage notamment, pour, si ça existe dans les villes concernées, des associations ou des recycleries dédiées au jardin. Nous, on l'organise tous les ans parce que c'est souvent un gros succès. C'est au moment, là, c'est en ce moment, on vient de le démarrer, c'est un troc graines et plants. Voilà, partager entre les salariés de quoi planter, commencer un jardin, commencer un potager à moindre coût et pouvoir détecter qui sont les bons relais nature et biodiv dans l'entreprise. Et après, des relations plutôt avec des associations, ce qui est tout autour de ce qu'on pourrait aménager dans l'entreprise. Donc là, ça demande un peu d'investissement de certains salariés autour de la maturation de plants, si on a des espaces suffisants dans l'entreprise. Mais on peut proposer en fait plein d'actions. Là, c'est quelques-unes actions qu'on a identifiées, qu'on vous présente, mais en fait, il y en a pléthore qui permettent de ramener la nature au sein de l'entreprise dans les espaces intérieurs. Si on continue, là, on va aller très vite parce qu'en fait, Péroline tout à l'heure l'a largement identifié. C'est tout ce qui est sensibilisé, ramener voilà, des expositions, des conférences, faire parler du sujet en continu durant l'année. C'est aussi très important. Et pour finir, c'est proposer, quand on n'a pas de terrain, c'est proposer toute son énergie et toute sa bonne volonté à l'extérieur de l'entreprise, soit en participant en local à des actions de comptage, soit en participant à des actes corando, mais aussi si on a une entreprise voisine, une association qui est en train de renaturaliser à côté de chez nous un site, c'est proposer de faire venir les collaborateurs directement sur ce site et d'aider sur ces actions-là, qui ne sont pas directement dans l'entreprise, mais qui auront du sens à l'échelle locale. Donc ça, c'est la synthèse de tout ce qu'on peut faire quand on n'a pas de terrain, dont on vient de parler. L'important, c'est surtout de mettre en lumière une minorité active dans l'entreprise, identifier les personnes qui sont motivées sur ces sujets-là, de façon à ce qu'on a dit tout à l'heure, commencer par des petits pas et pour imaginer aller sur des projets de plus grande envergure après coup, sur d'autres terrains, identifier les terrains et aussi montrer à la direction de l'entreprise que c'est quelque chose qui est important et qui est important au niveau des collaborateurs et sur lequel ça fait c'est important pour les collaborateurs. Donc il y a plein d'actions. Pour finir, en fait, c'est toutes ces actions-là. L'idée, c'est de savoir quelles actions, parce qu'on a parlé beaucoup de local, effectivement, dans la biodiversité, il y a une notion de local, où c'est qu'on travaille, qu'est-ce qui se passe autour de chez nous. Du coup, avec les collectifs, il y a une carte qui existe, où on peut identifier des actions pour voir s'il y a des actions qui sont proches de chez moi, qui sont en cours, pour lesquelles je pourrais créer du lien avec des associations, créer du lien parce que j'ai un projet et que j'ai besoin de références. Ou juste m'inspirer pour trouver des bonnes idées, des choses que je pourrais transposer dans mon entreprise. Voilà, chaque collectif connaît son entreprise et à même de pouvoir savoir ce qui est duplicable ou pas. L'idée, c'est de pouvoir s'inspirer des bonnes idées. Donc cette carte, elle est disponible sur le site des collectifs. La seule contrainte, c'est que pour pouvoir y avoir accès, c'est un accès libre, mais il faut être en contact avec les collectifs, donner son mail pour pouvoir y avoir accès. Voilà. Maintenant, je repasse la main à Jean-Michel pour la partie embarquée. Oui, merci. On a explosé le temps.
Ça va aller très vite. Donc, comment marquer, malgré les freins, les nombreuses objections? Oui, aujourd'hui, parler de biodiversité en entreprise, on a vu, hein, ça peut susciter de la réticence. Pourtant, c'est un enjeu stratégique pour la pérennité des organisations. Non pas parce que le sujet ne fait pas sens, mais parce qu'il est souvent perçu comme non prioritaire, flou, risqué. Notre activité n'a pas de lien avec la biodiversité, c'est une usine à gaz, au périmètre du business. Donc, est-ce vraiment une question de risque ou de conviction? La est suivante. La biodiversité, on l'a vu plus haut, conditionne l'accès aux besoins primaires de l'homme, oxygène, nourriture, aux médicaments, l'accès aux ressources, matières premières, énergie, la stabilité des écosystèmes et des territoires, la résilience face aux crises climatiques. Donc, il faut surtout pas aborder la biodiversité comme un sujet de conviction, mais plutôt comme un sujet de gestion des risques pour les vivants, dont nous les hommes, et oui, nous sommes aussi dépendants de la biodiversité que tous les autres êtres vivants, aussi vulnérables, donc la planète et l'entreprise. Donc, car ne pas se préoccuper de l'effondrement de la biodiversité, qui est identifié, comme on l'a vu, comme un risque économique majeur, c'est subir un risque non géré. Donc la question n'est donc pas est-ce que nous croyons à la biodiversité, mais plutôt voulons-nous anticiper ou subir? Slide suivante. Donc se protéger, se protéger sur le long terme. Toute entreprise a un impact sur le vivant, qu'elle le veuille ou non. Par exemple, un siège social avec ses parkings minéralisés, on l'a vu tout à l'heure, c'est égal à imperméabilisation des sols. Des espaces verts propres, mais pauvres en espèces, c'est égal à un impact négatif et invisible. Des chantiers ou extensions ou rénovations qui détruisent les habitats si on n'anticipe pas. Donc, agir, c'est reprendre la main sur un impact qui existe déjà. Slide suivante. Donc, la recherche de l'efficience. Un projet de biodiversité ne commence pas par de grands programmes, pareil, ça on l'a vu tout à l'heure, mais par des actions simples à mettre en œuvre. Commencer petit, via des actions demandant peu d'investissement ou pas d'investissement, s'appuyer sur l'existant, partage d'expériences, privilégier les actions locales concrètes, s'appuyer sur l'engagement environnemental de l'entreprise et le réglementaire. Donc, faire mieux là où on a déjà fait. On améliore l'existant, on ne rajoute pas d'autres couches. Slide suivante. Le sujet, c'est un sujet porteur et fédérateur. La biodiversité est concrète, visible, locale. Elle crée naturellement l'adhésion. Donc, engage sans culpabiliser, non clivant, positif, visible et concrète. Elle crée la fierté, le sentiment d'appartenance. Elle rassemble les métiers, les unités, les services différents. Donc, la biodiversité est un sujet fédérateur, un puissant moteur d'engagement des collaborateurs. Elle rassemble là où d'autres divisent. Slide suivante. Donc, que retenir de tout ça? Donc, la biodiversité n'est pas un sujet idéologique, c'est un sujet de bon sens, de pilotage des risques et d'engagement positif où il faut être patient, persévérant, avoir de l'audace. Quand une porte se ferme, on peut ne pas hésiter à passer par la fenêtre. Je l'ai fait. Il faut de la stratégie, trouver le levier dans la biodiversité qui va faire sens avec son organisation. Le plus dur, c'est d'accepter que ses priorités ne sont pas celles de son organisation, aussi légitimes soient-elles. Donc, améliorer déjà la gestion écologique de son propre site, tester des actions pilotes sur un site local, identifier un sponsor interne, un dirigeant sensible au sujet, le RH, l'immobilier, la communication ou encore la RSE. S'associer à un partenaire expert, voire une association écologique à but non lucratif. Surtout, avoir des indications claires, mesurables pour un suivi dans la durée. Donc, une entreprise avance rarement parce que tout le monde est convaincu, mais parce que quelqu'un ou quelques-uns portent le sujet. Merci. Super, merci beaucoup à tous. Pour aller plus loin très très vite, quelques ressources que nous avons utilisées pour construire ce webinaire. Un webinaire de Louis Deroche qui est intervenu dans ce groupe de travail.
Quelques ressources que vous pourrez voir plus tard, on ne va pas les aborder tout de suite puisque on veut laisser de la place pour les échanges. Mais vous retrouverez ça dans le support. Et donc là maintenant, c'est à vous la parole. Est-ce que ce qu'on a évoqué ensemble, ça vous pose des questions? Est-ce que vous avez des remarques? Voire même quelles sont des actions que vous pourriez mettre en place qui vous ont inspiré, et voilà, chez vous, dans votre entreprise. C'est à vous. Alors déjà, on a eu des questions dans le chat. Peut-être qu'on peut commencer par ça, même si Baptiste a déjà commencé à amener pas mal d'éléments de réponse. Il y avait des questions d'abord, peut-être plus pour Jean-Michel et les personnes d'EDF qui sont en ligne, sur la mini-forêt Miyawaki, où la question qui était posée, c'était oui, peut-être au départ, la forêt permet plus de coopération entre les plantes, mais est-ce qu'à un moment, il n'y a pas un effet de compétition qui va se poser entre les espèces? C'était une première question pour toi, Jean-Michel. Mais justement, c'est le fait d'avoir une compétition entre les espèces qui permet de pousser plus vite qu'une forêt classique. Donc oui, Ça répond à la question qu'il y avait autour de toi, Baptiste, sur le sujet? C'est une remarque qu'une question, justement, au sujet de la compétition. Excuse-moi, j'ai oublié ton prénom, mais tu disais, tu parlais uniquement de la compétition, alors que la coopération, moi j'ai appris la méthode Miyawaki d'abord en comprenant qu'il y avait une coopération lors des premières années, quand les plants sont encore très jeunes et très fébriles, et que c'est seulement ensuite, quand ils prennent de la hauteur, les racines prennent du volume, que une compétition rentre en place. tout à fait. Alors, pour reprendre aussi les questions du chat, il y avait une question sur les nichoirs et les hirondelles. Donc, un premier point sur la vigilance à avoir sur effectivement, est-ce qu'il y a des espèces, est-ce que ça correspond à des espèces qui sont locales en fait? Est-ce que quand on installe des nichoirs, il ne s'agit pas de mettre des nichoirs pour des espèces qui ne sont pas présentes autour? Donc, et est-ce qu'il y avait un risque aussi de prédation ou de maladie là-dessus? Donc, je ne sais pas, Baptiste, si tu veux reprendre verbalement ce que tu avais et développer ce que tu avais pu mentionner dans le chat ou d'autres. Ouais, s'il y en a d'autres qui veulent compléter, peut-être je leur laisse la parole. Et sinon, ouais, je disais que ouais, ça peut être utile de vérifier autour de nous, autour de là où on se trouve, s'il y a les espèces associées. Alors, l'INPN s'est fait pirater il y a déjà un moment, mais ils n'ont pas réussi à se remettre encore. Mais je sais que nous, on a un logiciel qui s'appelle GeoNature, ou GeoNature, je crois. Et donc, du coup, c'est là où on recense toutes nos observations et c'est là où on regarde quelles sont les espèces qu'on a autour de nous. Donc, typiquement, si je suis autour de Toulouse, si je regarde, je sais pas, est-ce qu'il y a des maquereaux? Bah, j'ai trouvé qu'il n'y a pas de maquereaux autour de Toulouse. Donc, du coup, je vais pas mettre des nichoirs à maquereaux. Bon, l'exemple est absolument con, mais c'est l'idée, quoi, c'est de se dire, on va regarder les relevés scientifiques, est-ce qu'il y a cette espèce autour de nous? Si oui, ben, on peut essayer de voir comment on peut les aider. Et toujours pareil, le mieux c'est de se faire accompagner. Et s'il n'y a pas l'espèce présente, ben, il vaut peut-être mieux regarder ailleurs, voir s'il y en a d'autres plus en danger ou quoi. Merci Baptiste. On avait aussi une question d'Anne pour les entreprises qui sont engagées dans le processus entreprises engagées pour la nature, pour savoir si vous étiez aidé par un cabinet extérieur pour monter le plan d'action et le dossier, et combien de temps est-ce que ça a pris pour monter le dossier d'adhésion, donc pour les entreprises engagées dans la nature, pour la nature, pardon. Qui veut répondre à ça? On n'a pas d'entreprises qui font partie du programme. Bonjour, c'est Laetitia côté EDF, Laetitia Fichet. J'ai répondu, mais donc côté EDF, nous n'avons pas fait appel à un cabinet extérieur. Et pour le premier dossier à monter, effectivement, ça prend quand même du temps. Ensuite, les renouvellements sont donc moins chronophages, puisque c'est souvent dans la continuité. C'est bien de s'appuyer aussi sur des partenariats nationaux s'il y en a dans les entreprises. Et après, effectivement, c'est un temps certain. Voilà. Mais dans les entreprises, c'est bien aussi qu'il y ait quand même effectivement des ressources qui soient comme bien dédiées à la RSE et donc qui puissent avoir du temps aussi sur la partie, le volet nature, biodiversité, puisque c'est quand même, voilà, comme on l'a vu aujourd'hui, un sujet
centrale en fait pour notre siècle. Donc voilà, ça fait partie aussi quelque part aussi, c'est en lien avec la CSRD, enfin et finalement ce besoin aussi de définir des plans d'action qui sont liés aux interdépendances de l'entreprise avec la nature. Donc voilà, tout ça, finalement, ça va en synergie et donc ça marche de concert. Donc c'est important d'avoir des ressources, effectivement. Ça nécessite des ressources en interne. Après, je peux pas te dire combien parce que le temps était très chronophage pour la première fois. Après, voilà, moi, je suis coordinatrice biodiversité nucléaire, mais après, j'ai des homologues côté hydraulique, thermique et puis côté renouvelable aussi. Donc voilà. Et puis ensuite, on a aussi bien sûr la R&D qui est très présente, la direction impact, enfin tout un tas d'entités qui est impliquée avec des référents nature qui sont dans chacune de ces entités. Merci Laetitia. On a aussi une question de Louis qui demandait des exemples concrets d'arguments ou de leviers qui ont permis d'engager dans vos entreprises. Baptiste. Ouais, c'est une remarque ici sur les moyens. Ouais, de nouveau, Charles, sur les moyens à flécher vers ces projets. Bon, alors ça dépend quel projet, mais bon, moi, on va parler des projets de plantation déjà, planter des choses dans le sol. Moi, déjà, première remarque, c'est en moyen. Alors, je parle pas en temps d'heure de travail, parce qu'en tant que bénévole ou dans le cadre du CSE, on va pas faire payer nos heures, ou alors ça va être des heures dédiées au CSE. Donc, donc là, il faut se rapprocher du CSE, mais en moyen physique, pas en heure de travail, c'est des projets peu coûteux. Je pense que c'est des projets peu coûteux. Alors, tout ce qui a été dit, c'est vrai sur la collaboration, team building, on fait des choses ensemble, comment c'est petit, tout à fait. Mais justement, c'est vraiment des projets idéaux, puisque le budget, à mon sens, est aussi petit, quoi. Donc petit, moi j'ai fait des projets de 1 000 à 5 000 euros, quoi. Et 5 000 euros, je pense que c'était vraiment un gros maximum. Moi, je placerais le curseur moyen entre 2 000 et 3 000 euros, quoi. Donc, nous, en tout cas ici sur le site de Toulouse de Thales Alenia Space, on a ouvert des sections. Il y avait déjà des sections ouvertes, moi, quand j'ai commencé mes actions. On a créé des sections et tout ça permet de demander des budgets au CSE. Alors, nous, il y a quand même quelques zéros dans le budget du CSE, donc discuter de 3 000 euros par an pour un projet de plantation de 300 mètres carrés ou 200 mètres carrés, en fait, nous, notre CSE, en tout cas, c'est passé comme une lettre à la poste. Les projets, c'est pas cher de plantation pour moi. Et deuxièmement, se rapprocher du CSE, quoi. Il y a la direction, certes, mais le CSE est plus ouvert aux salariés. Merci Charles pour ces éléments. Pour revenir à la question sur les arguments donc, pour engager autour de soi, est-ce qu'il y a d'autres personnes qui veulent intervenir? Jean-Michel peut-être? Bon, ça va. Tu nous avais mentionné par exemple que sur EDF, ça avait été intéressant d'utiliser le levier de l'eau, qui parlait pas mal aux ingénieurs. Oui. Chez EDF, il y a eu deux leviers que j'ai utilisés, puisque effectivement, quand j'ai créé quand j'ai monté le projet en 2022, j'ai eu du mal à convaincre. Et effectivement, nous, notre outil de production dépend de 90% d'eau. Et donc, quand on essaye de montrer que la forêt peut ramener de l'eau verte par l'évapotranspiration et et retient l'eau dans le sol, et évite les inondations. Donc, l'eau, ça a beaucoup parlé. Et puis, le fait aussi que chez EDF, on est quand même des ingénieurs, on aime bien comprendre et puis avoir des résultats factuels. Le fait qu'il n'y avait pas trop de retours de la forêt Miyawaki en France métropolitaine. Donc, le fait d'avoir décidé de réaliser une étude scientifique
a fait basculer a fait basculer la décision dans le bon côté parce qu'en fait, on va avoir un retour chiffré scientifique de tous les éco-bénéfices annoncés par la forêt Miyawaki. Donc, c'est ces deux leviers que j'ai pu jouer et puis de toute façon, nous EDF, on est très engagés par la biodiversité, donc c'était un peu plus facile qu'ailleurs de convaincre. Mais j'ai fait jouer ces deux leviers-là. En tout cas, on va conclure là-dessus puisqu'on est arrivé au bout de notre temps. Je pense que là, la conclusion là-dessus, c'est vraiment de s'adapter aux spécificités de son entreprise. Parce que là, c'est vrai qu'on a parlé aussi que des éléments sur site. Donc là, il y a des éléments locaux qui jouent forcément aux choix qui sont faits. Mais il y a aussi forcément des effets de levier qui sont liés à la chaîne de valeur et qui peuvent être aussi des arguments très forts pour convaincre. Donc merci à tous, merci à tous les participants, merci à Jérémy, Baptiste, Péroline, Jean-Michel, Lucie et Olivier qui ont présenté cette restitution. Et on vous invite aussi à aller voir, assister jeudi à la présentation sur la robustesse, jeudi à 13h, si vous voulez continuer sur votre lancée. Ça va être passionnant, donc n'hésitez pas. Je ne sais pas, Paul, si tu veux le mot de la fin ou Cyril. Parfait. Non, merci beaucoup à tous les participants. Vraiment belle implication de tout le monde. Et bon, personnellement, moi, j'ai appris plein de trucs, donc j'espère que ce sera utile à plein d'autres personnes. Voilà, c'est top. C'était un plaisir.